Merci Pascal de m'avoir invité sur un sujet qui peut paraître peut-être ardu. J'ai été prof de droit administratif et de droit constitutionnel dans un plus jeune temps, maître de conférence à Lille. Et c'est vrai que j'enseignais la décentralisation à mes étudiants comme étant un grand progrès sur l'organisation de notre République. Donc je vous rassure, je ne vais pas vous faire un cours de droit administratif. J'ai les QCM qui sont préparés donc, pour la sortie. Mais on va essayer quand même de vous montrer, et je serai heureux d'avoir l'avis de mes collègues parlementaires, conseillers régionaux, conseillers départementaux, conseillers municipaux. J'aimerais connaître aussi, au moment de la discussion, leur avis sur l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui en matière de décentralisation. Alors, vous avez vu de très belles images de Lille. Ça me fait drôle d'être à 1000 km de Lille et de voir ma ville projetée. Très belle ville dans laquelle je suis né il y a trop longtemps, mais qui continue à m'accueillir. Et ça ne s'invente pas. Ma permanence parlementaire est rue Pierre-Mauroy et j'habite au-dessus de ma permanence parlementaire. Et rue Pierre-Mauroy, c'est l'un des grands penseurs de la décentralisation, avec Gaston Defferre, qui a été son ministre de l'Intérieur au moment des grandes lois de décentralisation, des premières grandes lois en 1982-1983. Alors, ce thème qui peut paraître ardu, je voudrais vraiment le partager avec vous comme étant une aspiration à de la liberté locale. Puisque aujourd'hui, notre État unitaire, que personne ne remet en cause, État laïque, État social, je reprends les termes de la Constitution, est aussi un État décentralisé. Le mot de décentralisation est dans notre Constitution. Et c'est une bonne chose, parce que ça n'a pas toujours été le cas. Et aujourd'hui, la question, c'est comment faire vivre, finalement, la République au plus près de nos concitoyens, comme étant une réponse au nombrilisme, à l'égoïsme, à l'égotisme, et aussi, disons-le, à l'évolution des extrêmes qui peuvent se manifester aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple. Je me dis, mais comment je vais commencer cette conférence avec un exemple concret. J'étais il y a 48 heures maintenant, nous sommes quel jour? Vendredi? Oui, donc il y a bien 48 heures, la commission à laquelle j'appartiens, commission permanente à laquelle j'appartiens au Sénat, qui est la commission de la culture, de l'éducation, des médias, du sport, de la jeunesse. Et on a entendu un rapport présenté par 2 sénatrices sur la question des fameuses 30 minutes d'éducation, de bien-être physique dans toutes les écoles. Et je me suis dit, mais c'est un bon exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Non pas les 30 minutes, mais de la manière dont cela est mis en œuvre. Je le dis pour les non-connaisseurs, il y a ici des grands-parents, il m'a semblé voir, des parents, pas des petits néanmoins. Aujourd'hui, en principe, tous les enfants de ce pays doivent passer 30 minutes pendant la récréation ou pendant le temps scolaire, à profiter de leur corps et non pas de s'agiter, le mot serait injuste, mais en tout cas de faire de l'activité physique. Pas de l'EPS, pas de l'éducation physique et sportive. Là, il y a 3 heures en principe. Je dis bien en principe. Ce n'est pas le cas. Cette décision a été prise par un homme, Emmanuel Macron, qui a décidé que tous les enfants de ce pays feraient 30 minutes par jour d'activité physique. Voilà c'est mieux ça d'ailleurs, si je parlais comme ça. Voilà exactement ce qu'il ne faut pas faire. On n'a pas tenu compte de la formation des enseignants, on n'a pas tenu compte des capacités des collectivités locales à avoir des locaux, des moyens pour mettre en œuvre cette décision. On n'a pas tenu compte non plus du secteur associatif qui aurait pu donner un coup de main. On a Deus ex machina, décidé du haut pour une application de manière identique à tout le monde. C'est le contraire de la décentralisation. Et ce rapport montre que ces 30 minutes sont extrêmement mal appliquées
Il n'y a aucune égalité de tous les enfants face à cette fausse bonne idée. Bien sûr que je suis pour, je suis ancien ministre des Sports, tu l'as dit, je suis pour l'activité physique des enfants le plus jeune âge, mais pas fait n'importe comment. Et la décentralisation, c'est exactement le contraire d'une telle mesure. C'est la capacité finalement pour les élus locaux de pouvoir porter une réponse adaptée à leur territoire. Ce matin, hier, j'étais dans les Pyrénées-Orientales, sur le plateau de Cerdagne. C'est pas la même vie qu'ici, c'est pas les mêmes problématiques. Je suis ici à Pamiers, mon cher Jean-Jacques, ma chère Martine, voilà, sur vos terres. Et je salue aussi Christine Taki, ici représentée, ou Carole Delga, ici représentée. Demain, je serai dans l'Aude, à Bram, on se demande pourquoi. Et puis, je reprendrai mon avion à Blagnac pour revenir dans mes bonnes terres du Nord en passant par Charles de Gaulle. Notre France, notre pays, n'a pas la même configuration, n'a pas la même histoire. Et même si les révolutionnaires de 1789 ont voulu unifier le pays de manière extrêmement formelle, alors qu'avant, et ne croyez pas que je sois pro-monarchiste, mais il y avait des diversités dans la gestion de la monarchie et des territoires de la royauté. On a voulu passer tout le monde sous la coupe d'un régime unique pour unifier la nation, et c'était compréhensible. Mais en même temps, en 1789, et puis quelques années plus tard, on instaure les communes, on instaure les départements, et les départements, vous le savez, ont été composés de manière assez arbitraire, voilà, avec cette théorie de pouvoir joindre le chef-lieu dans la journée et de repartir chez soi par une journée de cheval, d'où ces départements en forme de patate, hein, grosso modo, sauf certains départements qui avaient des visions militaires. Exemple le mien, département du Nord, qui est un département tout en longueur, si vous ne le connaissez pas, département du Nord qui fait 220 km de long. Pour l'ancien président du Conseil général que je suis, je peux vous dire que c'est long. C'est plus long entre Zuidcote, bien connu pour son week-end, pour ceux qui ont des lettres, et à nord, la commune la plus au sud de notre département, il y a 220 km de long, plus qu'entre Lille et Paris. Et là, pour des raisons militaires. Et on n'a pas du tout tenu compte des réalités géographiques. On aurait dû avoir un département maritime couvrant aujourd'hui le Nord et le Pas-de-Calais, un département central entre Lille et Arras, le département du Sud autour de Valenciennes. Tout ça a été balayé par les révolutionnaires pour des raisons d'ordre militaire. Donc on a instauré dans notre pays un système unitaire, mais tenant pas compte des réalités locales. Et nous avons eu des périodes encore plus de centralisation, bien sûr le consulat, bien sûr l'Empire. Je ne vais pas vous faire un cours d'histoire de la décentralisation ou de la centralisation. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'à part quelques éléments très peu connus, ce système va perdurer jusqu'à l'arrivée de François Mitterrand en 1981 au pouvoir. Un système qui était simple, qui finalement, par exemple dans les communes, faisait qu'il n'y avait pas d'opposition dans les communes. Jusqu'aux élections de 1983 municipales, il n'y avait pas d'opposition dans les communes. Aujourd'hui, ça nous semblerait impossible. La formation politique qui arrivait en tête prenait tous les sièges. The winner catch all, comme on dit en anglais. Dans les communes, les départements, la région n'existait pas en tant que collectivité territoriale. Il n'y avait pas de conseillers régionaux élus. Ils étaient désignés par leurs pairs. Dans les départements, celui qui exécutait les décisions du Conseil général, c'était le préfet. Enfin, et c'était jusqu'en 81 en tant que tel. Alors, il faut reconnaître que Valéry Giscard d'Estaing avait demandé un rapport. Et ce rapport a abouti à des propositions que Giscard aurait peut-être pu mettre en œuvre s'il avait été réélu. Mais il est battu en 1981. Et Mitterrand
s'est engagé sur un processus de décentralisation. C'est-à-dire un processus qui consistait à dire que l'unité n'est pas l'uniformité et qu'il fallait permettre aux élus locaux, municipaux, départementaux et aussi régionaux, parce que la région est créée en 1982 comme collectivité territoriale, il fallait leur permettre de pouvoir choisir leur avenir en fonction des besoins de leur territoire, sans la tutelle des préfets. On a supprimé ce qu'on appelait à l'époque la tutelle a priori sur les décisions prises par les collectivités territoriales, avec un objectif de dire aux préfets, vous vérifierez si ce que disent les élus est légal, vous vérifierez leurs comptes, on a créé les chambres régionales des comptes à l'époque, mais les élus sont souverains sur leur territoire. Ils ont de la part de leurs électeurs, de leurs concitoyens, cette légitimité de pouvoir dire voilà ce que nous estimons être utile aujourd'hui pour nos concitoyens. C'était une révolution. Mesdames et messieurs, voilà, quand on dit dans le Nord, chose avalée n'a plus de goût. Ça signifie que voilà, on ne se souvient plus qu'il n'y a pas si longtemps, c'était il y a 43 ans, nos élus locaux étaient sous tutelle. Tutelle d'un personnage, le préfet, qui n'était pas un élu, mais un homme désigné par le pouvoir central. Quand on parlait de cela à nos amis étrangers, notamment je pense aux Anglais, puisque j'avais travaillé là-dessus à l'époque, ils nous disaient mais vous êtes dingues les Français, quoi. Je veux dire, c'est contraire à tout ce qui peut exister dans les pays anglo-saxons. Vous fonctionnez vraiment avec une véritable pensée d'arrière-garde, et ils n'avaient pas tort. Ils n'avaient pas tort. Donc on a révolutionné tout cela, et c'est vrai, moi qui ai été, tu l'as dit, adjoint au maire de Lille, je l'ai été 2 mandats auprès de Pierre Monroy, qui m'a beaucoup appris, 2 mandats auprès de Martine Aubry, aujourd'hui toujours maire de Lille. J'ai toujours considéré que ce pouvoir donné aux élus, qui doit être encadré, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, naturellement, ce pouvoir était de l'oxygène pour la démocratie. Et donc, on a mis en œuvre ces lois de décentralisation, ces lois de répartition des compétences, qui ont donné beaucoup de valeur ajoutée à nos concitoyens. Je prends souvent, dans ce cadre-là, l'exemple des collèges. Les collèges, avant, étaient gérés par l'État, construits et gérés par l'État. L'État, dans les années 60, pour répondre au baby-boom, avait imaginé un collège métallique, voilà, bien connu du nom de son architecte qui en avait mis partout en France, M. Pailleron. Ça vous dit quelque chose? Les collèges Pailleron. Fameux collège qui, quand il brûle, et vous connaissez le drame qui s'est déroulé dans notre pays, il y avait des collèges Pailleron partout. Dans mon département du Nord, qui est, je plaisante souvent avec ça, qui est le département le plus rural de France. 600 000 nordistes vivent en secteur rural. Nous sommes le plus grand département rural de France. Et je rajoute bien sûr très vite qu'il y a 2 millions de nordistes qui vivent dans le secteur urbain. Voilà, donc il y a 2 600 000 habitants. Dans ce département, il y a aujourd'hui à peu près 200 collèges publics. 200 collèges publics. Ça fait rêver, il y en a combien en Ariège? 14. Bon, vous voyez un peu la masse, hein, 200 collèges publics. Il y avait 80, quand les collèges ont été donnés au département, il y avait 80 collèges Pailleron. 80 collèges Pailleron. Donc 80 lieux où les gamins pouvaient cramer, permettez-moi l'expression, en quelques minutes. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun collège Pailleron dans notre département. Ce qui veut dire que votre serviteur, il a été sur un rythme à un moment donné de son mandat de président du département, je parle à la 3e personne maintenant, de 3 à 4 collèges neufs par an. 3 à 4 collèges neufs par an. C'est-à-dire un budget de 120 millions d'euros, grosso modo, consacré aux nouveaux collèges. Et je ne le regrette pas. Ceux qui m'ont précédé et ceux qui m'ont succédé ont continué cette politique parce qu'il fallait supprimer ces collèges Pailleron. Est-ce que vous imaginez aujourd'hui l'État, s'il avait gardé la compétence, est-ce qu'il y aurait encore des collèges Pailleron dans notre pays? La réponse est évidemment oui, considérant la situation budgétaire de l'État. Et je pourrais vous dire la même chose pour les régions,
qui ont récupéré les lycées. Donc, ces répartitions de compétences ont été un plus pour les habitants. Donc, la décentralisation, mesdames et messieurs, et je revendique cette affirmation, a permis aux Français d'avoir de meilleurs services de proximité, de meilleurs lycées, de meilleurs collèges, de meilleurs services à la personne, parce que quand on est un élu local, on comprend mieux les besoins qu'un préfet qui, lui, passe en moyenne 3 ans dans le département et s'en va. Quand on est président de département ou président de département, on est là, si bien sûr les électeurs le décident, quelques années, et voire même quelques dizaines d'années pour certains. On a une connaissance chirurgicale du terrain. On sait ce qu'il faut aux habitants. Et on sait que, oui, il y a une sanction démocratique qui arrive, ce qui n'est pas le cas pour les fonctionnaires que je respecte de l'État. Ce plus-là s'est embourbé. Il y a eu un grand élan de décentralisation dans les années 80, et puis progressivement, ce mouvement s'est embourbé, s'est arrêté. Et on est passé d'une décentralisation que je qualifierais de providence, c'est-à-dire amenant beaucoup de richesses, beaucoup de services publics, à une décentralisation pénitence. C'est-à-dire que les élus locaux ont commencé à se dire, mais on nous donne des compétences et on ne nous donne pas les moyens de les assumer. Et aujourd'hui, je parle sous le contrôle de conseillers départementaux, conseillers régionaux, c'est de plus en plus le cas. Le sentiment presque désespérant pour les élus locaux de se dire mais cette formidable idée qu'est la décentralisation se retrouve aujourd'hui coincée parce que l'État ne joue pas le jeu. Tu as dit que j'avais été ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. Je vais vous avouer un péché. Péché avoué, vous connaissez la suite. Je demande votre absolution. J'ai contribué à cela comme ministre. Je pourrais dire pour une bonne cause. Pour une bonne cause. Comme ministre des Sports, j'ai intégré dans la loi NOTRe, une des lois du quinquennat Hollande sur la décentralisation. C'est la fameuse loi notamment qui a fait les grandes régions. Alors, on va pouvoir débattre là-dessus. On n'est pas ici à Montpellier, donc on peut parler de l'Occitanie. Je fais la parenthèse, je connais mes classiques en la matière. Dans cette loi de NOTRe, j'ai fait intégrer, avec l'accord du Parlement, quand j'étais ministre, j'ai fait intégrer le fait que les CREPS, vous savez ce que c'est que les CREPS ? Donc c'est lieu de l'élite sportive régionale. Et au niveau national, il y a ce qu'on appelle l'INSEP, qui prépare les plus grands sportifs dans le bois de Vincennes, et que je vous invite d'ailleurs à visiter, c'est visitable, c'est un outil formidable, qui a donné d'ailleurs beaucoup de médailles d'or aux derniers Jeux Olympiques et aussi Paralympiques. Les CREPS étaient la propriété de l'État. Et dans la loi NOTRe, j'ai fait intégrer le transfert des CREPS aux régions, en donnant la somme que mettait l'État sur la table pour financer ces CREPS. Somme petite. Pourquoi j'ai pris cette décision ? Après une visite du CREPS de Guadeloupe-Martinique. Mesdames et messieurs, j'avais honte lors de cette visite. J'ai eu honte comme ministre des Sports. Vous savez que les Antilles nous donnent de très grands champions, notamment en matière d'athlétisme, des sprinters, etc. J'ai été voir la piste d'entraînement de ce CREPS en Guadeloupe. Une piste en tartan, vous savez, c'est le matériau. Avant, c'était la cendrée, et puis devenu le tartan. Il y avait des trous dedans de 30 ou 40 cm. Une piste où on préparait les champions avec des trous à l'intérieur de 30 ou 40 cm. Mais je lui ai dit, mais c'est pas possible. Et le patron du CREPS me disait, mais j'ai pas les moyens de refaire ma piste. J'ai été voir la piscine. Elle était vide, non pas de nageurs, mais d'eau.
parce qu'elle fuyait de partout. Et que donc, d'ailleurs vous le voyez, il y a encore très peu de nageurs de ces territoires ultramarins. C'est assez logique puisque leur piscine ne fonctionnait pas, quoi. C'est pour vous dire aussi que c'est un autre problème que la République parfois ne regarde pas avec un œil. On pourra évoquer tout à l'heure dans la discussion la situation dans les Antilles et un dossier que je suis en particulier qui est celui de la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui, qui est dans un état absolument catastrophique. Quand j'ai vu ça, je suis rentré et j'ai dit mais c'est pas possible. Est-ce que j'avais les moyens de négocier auprès de Bercy des budgets supplémentaires? La réponse était non. Puisqu'à l'époque, il fallait absolument atteindre les 3% de déficit par rapport au produit intérieur brut, critère de Maastricht. Aujourd'hui, on va être à 6%, hein, je tiens à vous le dire, à la fin de l'année. Merci au Mozart de la finance qui a été M. Bruno Le Maire. Je vais faire la parenthèse, je suis un peu polémique, je le reconnais. Donc on a intégré les CREPS dans cette loi, ils sont devenus régionaux. Je suis revenu au CREPS de Guadeloupe, piste en tartan neuve, la piscine à flot, de nouvelles salles de préparation d'escrime, et nos amis antillais ont ramené des médailles d'or aux Jeux Olympiques, etc., etc. Pourquoi? Parce que le président de région, les présidents de région, puisque c'est un CREPS partagé entre la Martinique et la Guadeloupe, eh bien, ils ont envie que leurs jeunes les plus talentueux aient les meilleurs moyens de fonctionnement. Et qu'il y a une émulation entre les régions, qu'il y a la volonté d'avoir ce que moi j'appelle souvent le soft power, c'est-à-dire un pouvoir d'image, un pouvoir de conviction qu'on peut vendre, y compris à l'étranger. Et je savais que ça allait être ça. Et tous les CREPS ont été lourdement modernisés, avec la petite somme d'État qui leur a été transférée, mais aussi avec la volonté politique des élus locaux. Voilà la réalité de ce que peut apporter une décentralisation, parce que l'État ne peut pas tout faire. Je ne suis pas de ceux qui considèrent que l'État doit faire que du régalien, police, justice, armée, affaires étrangères. Je pense que nous sommes dans un État unitaire où l'État doit pouvoir intervenir sur d'autres sujets, mais non d'un chien. Laissons les élus dans ce qu'on appelle la subsidiarité, c'est ce beau concept qui avait été imaginé par Jacques Delors pour l'Europe, ne pas faire au plan local ce qu'on ferait moins bien que les élus locaux. Ne pas faire au plan local ce qu'on va faire moins bien que les élus locaux. Mais pour cela, si on veut que ces élus locaux soient mobilisés, soient imaginatifs, créent des services nouveaux, et je considère que cette intervention publique est majeure. Je rappelle que 70% de l'investissement public en France est porté par les collectivités territoriales. Ça mène de la richesse, des services, mais aussi de l'emploi pour les entreprises du bâtiment, etc. Pour cela, il faut que l'État respecte les collectivités locales. Et moi, je vous le dis comme je le pense, je trouve que nous sommes dans une phase où l'État est en train de faire des collectivités locales une variable d'ajustement de sa propre incurie budgétaire. Je m'explique. Quand M. le maire dit mais le déficit, la dette publique de l'État français, de la France, est due notamment aux dépenses d'investissement public des collectivités locales. Mesdames et messieurs, il ment. Il a menti, puisqu'il n'est plus ministre. Il a menti. Il a menti. Vous savez quelle est l'importance de la dette française? Aujourd'hui, elle est de 3 200 milliards d'euros. 3 200 milliards d'euros, c'est-à-dire voilà, 115% grosso modo du produit intérieur brut. Et si je prends par exemple le département, Madame la conseillère, Madame la vice-présidente, j'ai ressorti les chiffres, je les ai retrouvés. Alors, allons-y. Si je retrouve ma note, c'est parce que j'ai demandé à mes collaborateurs, mais sortez-moi les chiffres. Et je prendrai que le département, parce que le département est dans une souffrance terrible aujourd'hui au regard de ses charges sociales qui pèsent sur ses finances. Aujourd'hui, si je retrouve cela, voilà. Donc la dette de l'État, effectivement, 3 200 milliards d'euros.
La dette des départements, c'est 43 milliards d'euros. La dette cumulée de tous les départements. Donc on est loin du compte. Ce n'est pas les départements qui plombent, permettez-moi l'expression, les comptes de la nation. Et il y a une très grande différence entre l'État et les collectivités locales. Les collectivités locales ne peuvent pas emprunter pour financer leur fonctionnement, ce qu'on appelle la règle d'or, c'est-à-dire les salaires, les charges de chauffage, d'électricité, les locations éventuelles. Tout ça, ça doit être équilibré en dépenses et en recettes. Elles s'endettent, c'est vrai, pour financer leur investissement. Cet investissement est remboursé par le fonctionnement que je viens d'évoquer. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de charge pour l'État. Ça rentre dans la dette globale de l'État, mais il n'y a pas de charge pour l'État. Donc, cette règle d'or n'est pas appliquée au niveau de l'État, puisque l'État emprunte, y compris pour financer les salaires des fonctionnaires. Et dans 3 ans, 4 ans, à ce rythme, la charge uniquement des intérêts de l'État sera le premier budget de la nation, avant l'éducation nationale. Et si jamais ça dérape un peu, 1%, on est dans les choux, permettez-moi l'expression. Et quand j'ai vu hier matin que la France empruntait sur les marchés à des taux plus élevés, vous êtes bien assis, que la Grèce. Des taux plus élevés que la Grèce. Et vous savez d'où vient la Grèce? Au niveau économique. Il y a 10 ans, c'était la catastrophe. Plus de 10 ans, 12 ans, 13 ans, c'était la catastrophe. Nous empruntons aujourd'hui sur les marchés plus cher. Ce qui signifie que notre signature a été dégradée. Et je tiens à saluer Michel Barnier, qui devant ce qu'on appelle chez nous, dans notre jargon, la conférence des présidents du Sénat, il y a 48 heures, a dit, mais mesdames et messieurs les sénateurs, mesdames et messieurs les présidents, la signature de la France devient mauvaise, se dégrade. Ce n'est pas sympathique pour ses prédécesseurs, mais il a eu le courage de dire, oui, la signature de la France se dégrade. Toute la question qui nous est posée, et je reviens au thème des collectivités locales, de la décentralisation, de cette liberté, c'est est-ce que les collectivités locales peuvent encore contribuer à l'effort national? Je vous dis non. Aujourd'hui, les collectivités sont à l'os sur le plan financier. Et moi, je n'ai pas envie que les collectivités arrêtent d'investir dans de nouvelles crèches, dans de nouvelles écoles, dans de nouveaux services aux personnes, dans des EHPAD. Parce que ce que je sais, c'est que si ces services publics ne sont pas développés, eh bien, ce sera un sentiment de relégation, notamment en secteur rural, qui sera encore plus lourd et qui fait le terreau du Rassemblement national. Donc, je souhaite que les collectivités aient plus de moyens. Mais je vois bien le vent mauvais souffler sur notre pays. Je vois bien qu'on risque d'avoir des collectivités qui sont prises en bouc émissaire pour dire mais on va vous faire, on n'est pas loin de l'Espagne, un garrot pour finalement vous empêcher de fonctionner. Ce serait contraire à ce que représentent ces 540 000 élus locaux qui parfois sont là quasiment bénévolement, qui sont de véritables hussards de la République et qui font fonctionner finalement une certaine idée de la République dans notre pays. Donc ne laissons pas affaiblir les collectivités locales, parce que derrière cela, c'est une moins-value pour la démocratie, c'est une moins-value pour l'aménagement du territoire, et c'est, encore une fois, ce sentiment de relégation, ce sentiment que finalement, il n'y en a que pour les collectivités les plus riches. Je connais le complexe anti-parisien, et pourtant à Paris, il y a des quartiers pauvres qui existent. Mais ce sentiment de dire, mais voilà, dans les métropoles, à Paris, ils ont tout, et nous, on n'a rien. C'est un sentiment et parfois une réalité. Et aujourd'hui, c'est l'action des collectivités locales dans la proximité qui permet, par la décentralisation, de pouvoir être une sorte d'antidote face à cet événement qui est particulièrement dangereux aujourd'hui. Et pourtant, le travail n'est pas terminé. Et je terminerai par là, il y a encore des chantiers à ouvrir. Je suis en train de commencer à lire le bouquin de M. Castanet sur les crèches.
Vous savez, M. Castanet, c'est lui qui avait fait le bouquin sur Orpea, le scandale des EHPAD. Il y a un autre scandale, alors qu'il n'y ait pas de malentendu, toutes les crèches privées ne sont pas dans l'état qui est décrit dans ce bouquin et dont les meilleures pages ont été reprises par les journaux. Mais je suis un homme de gauche, vous le savez. Je ne souhaite pas que tout soit marchandisé dans notre pays. Je ne souhaite pas que les petits-enfants soient une marchandise, que les personnes âgées soient une marchandise, que les personnes handicapées soient une marchandise. Parce qu'on peut faire son beurre. Oui, il y a des margoulins qui font leur beurre sur les besoins de parents qui ne trouvent pas de crèche publique et qui donc, faute de griffes, comme on dit, vont mettre leurs gosses dans les mains de personnes pas toujours, je dirais, recommandables. C'est ce que dit M. Castanet, mais même s'il ne peut pas en tirer une généralité. En 2004, Jean-Louis Borloo a libéralisé les services à la personne. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez des O2, Shiva ou je ne sais pas quoi qui fonctionnent. Si ça fonctionne bien, moi, je n'ai pas de problème. Mais est-ce que le but lucratif est compatible avec le service public de proximité aux personnes? C'est un vrai sujet. Pourquoi je vous parle de cela par rapport à la décentralisation? Parce que moi, je crois à la création d'un grand service public de la petite enfance. Je pense que, ce qui veut dire qu'on créerait un droit opposable. Je pense que tout parent devrait avoir le droit de pouvoir trouver une place de garderie, de crèche, je dirais à proximité et de manière naturelle. Moi, je suis toujours triste de voir de jeunes parents se demander s'ils vont pouvoir reprendre leur boulot parce qu'il faut garder les enfants qui viennent de naître, etc. Moi, je suis favorable à ce qu'il y ait une loi grand âge dans notre pays, portée par les collectivités locales, mise en œuvre par les collectivités locales, qui fasse que, eh bien, quand on a 80 ans, 85 ans, 90 ans, il y a certains ont 80 ans ici, sont en pleine forme. La collectivité puisse vous assurer, parce que vous auriez cotisé, par exemple, ou vous auriez assuré de fait, comme pour la sécurité sociale, que vous puissiez être assuré de pouvoir finir vos vieux jours, comme l'on dit, sans être dépendant de la bonne volonté d'enfants qui peut-être n'auraient pas les moyens de vous accompagner. Et aujourd'hui, je n'oublie pas que les personnes qui ont 60, 65 ans ont parfois une double peine, si vous me permettez l'expression, qui n'est pas tout à fait adaptée, d'avoir des parents qui sont encore en vie et qui doivent s'occuper aussi d'enfants qui sont en difficulté, ce qui n'existait pas il y a encore 20 ans en tant que tel. Donc nous avons de nouveaux défis devant nous en termes de société. Ces défis, est-ce que l'État peut tous les prendre en charge? Pour moi, la réponse est non. Il faut que l'État accepte de se libérer de compétences qui peuvent être gérées mieux par les collectivités territoriales. C'est un enjeu, encore une fois, qui est majeur. Finalement, c'est un enjeu de société. C'est quelle société voulons-nous? Certains peuvent se protéger par eux-mêmes de tous les risques de la société, parce qu'ils en ont les moyens. C'est clair. Ils ont les moyens de se sécuriser contre les voleurs parce qu'ils peuvent se mettre des caméras partout, etc. Ils peuvent même se payer des vigiles. Ils ont les moyens de se protéger contre les risques sociaux et médico-sociaux. Ils ont les moyens, etc. Et puis il y a tous les autres. Et les autres sont quand même très largement majoritaires. Dans une société où le partage de la richesse permet de subvenir entre guillemets, à ses besoins les plus naturels et les plus essentiels. C'est notre système social. Et donc, je voudrais terminer, mon cher, je suis déjà débordé, non? Ça va encore? Je voudrais terminer sur la question des finances. Ce n'est pas un sujet facile. C'est pas un sujet facile. Mais c'est un sujet qui est un sujet quasiment philosophique. La Déclaration des droits de l'homme et des citoyens prévoit que l'impôt, le mot impôt existe dans la déclaration de 1789, l'impôt est le moyen de répartir la richesse et de demander à chacun une contribution en fonction de ses possibilités. Est-ce que le système fonctionne aujourd'hui? La réponse est non.
Et quand on se glorifie, je peux l'entendre, quand on se glorifie de dire mais on a baissé les impôts de 50 milliards d'euros dans notre pays par an, bah, j'aimerais qu'on regarde les conséquences que cela représente. Et je vais vous prendre un seul exemple. Nous arrivons à l'époque où les taxes tombent sur vos écrans d'ordinateur ou par papier, notamment les taxes foncières, qui, elles, subsistent. Plus personne d'entre nous ne paye de taxes d'habitation sur son habitation principale. Ah, vous allez me dire, ben, c'est une bonne nouvelle. J'en doute pas un seul instant, à titre personnel. Votre serviteur, puisque je vous ai tout dit, habite un appartement rue Pierre-Mauroy, à Lille, dans la résidence du Beffroi, vous avez vu en photo, 72 mètres carrés, vous voyez, je vous dis tout, hein. J'ai qu'une seule salle de bain, une seule toilette, bon, je ne vais pas vous faire mon curriculum vitae sur le sujet, et je payais jusqu'à présent, je crois, 2200 euros, 2300 euros de taxes d'habitation. Je ne sais pas si c'est beaucoup par rapport à l'Ariège. Bon. Oui. Bon. Bah, c'est Lille, quoi. Voilà. Donc, je ne paye plus. Je ne paye plus de taxes d'habitation depuis maintenant 2 ans, 1 an, 2 ans. Ce sera la 2e année en tant que telle. Puisque je faisais partie des 20% les plus aisés de nos concitoyens. Ah, on est sénateur, on est député, on gagne correctement notre vie, même si ce n'est pas un métier, c'est une mission, mais voilà, il n'y a aucun secret, tout est sur la place publique. Eh bien, je vais vous dire, est-ce qu'il est normal que je ne contribue pas au fonctionnement de ma commune? Je crois que non, je vous le dis comme je le pense. Il va dire, Caner, c'est un sado, il ne sait pas ce qu'il veut. Oui, je vous le dis, je pense que c'est une décision lourde de conséquences pour l'équilibre général du pays. Puisque l'État compense, il compense les impôts que ne peuvent plus lever les collectivités locales. Il n'y a pas que celui-là, il y a aussi la CVAE sur les entreprises. Bon, je ne rentre pas dans le détail. On a détruit beaucoup de recettes fiscales comme cela, et l'État compense. Je vais vous donner le chiffre. La compensation de la taxe d'habitation qui n'est plus payée par les Français, et d'ailleurs qui était payée par peu de Français. Il y avait 1 Français sur 2 qui était déjà exonéré du paiement de la taxe d'habitation. Donc les plus modestes de nos concitoyens ne payaient déjà plus, et c'est très bien comme cela. De la même manière, d'ailleurs, nous ne payons plus de redevances télévision. Va se poser bientôt, les parlementaires le savent, la question du financement du service public. Est-ce que nous voulons ou pas un service public de l'audiovisuel? On peut dire non. Il y a un parti politique, le RN, pour ne pas le citer, qui disait on va privatiser la radio, etc. C'est un choix, hein. C'est pas mon choix, mais c'est un choix de société. La compensation par l'État de la taxe d'habitation dans le cadre de ce qu'on appelle l'autonomie financière des collectivités locales, c'est une compensation qui représente à peu près entre 22 et 23 milliards d'euros par an. Entre 22 et 23 milliards d'euros par an. Vous avez entendu récemment le directeur, le gouverneur de la Banque de France, mais aussi le premier président de la Cour des comptes, dire que pour retrouver un semblant d'équilibre en France, il faudrait dégager 20 ou 30 milliards de moyens supplémentaires. Vous avez fait le calcul, 23 milliards pour compenser la taxe d'habitation, et il faudrait entre 25 et 30 milliards pour pouvoir vivre normalement et respecter nos engagements internationaux, notamment européens. Cherchez l'erreur, mes chers amis. Alors, je ne suis pas un fanat de l'impôt, mais je suis plutôt un fanat de demander à ceux qui ont le moyen de payer de faire un peu plus d'efforts. Nous verrons bien ce que proposera mardi prochain le Premier ministre dans ce qu'on appelle la déclaration de politique générale. Il a parlé de justice fiscale. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que les dividendes du CAC 40 seront un petit peu écornés pour aider notre pays? Les dividendes du CAC 40 vont atteindre des sommets en 2024. Il paraît que ça va éclater tous les plafonds. 70, 80 milliards d'euros qui vont être distribués aux actionnaires. Sûrement, il y en a dans la salle. Hein.
Ça ne me choque pas au travers de leur PEA ou de leur assurance vie. Ce sont des produits populaires au sens large du terme. Mais certains, y compris par les défiscalisations, l'optimisation fiscale, ne payent que très peu d'impôts. D'ailleurs, les plus riches de nos concitoyens payent en proportion beaucoup moins d'impôts que les plus pauvres, les plus modestes. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Et pendant ce temps-là, il y a des associations, je salue le Secours catholique, qui voient la pauvreté, Monsieur le Président, se développer. Il y a 10 millions de pauvres dans notre pays. Pauvre dans notre pays, c'est gagner moins de 1 000 € par mois et par personne. 1 000 € par mois et par personne. 10 millions de personnes, et notamment beaucoup de personnes âgées, se retrouvent dans cette situation. Vous ne croyez pas qu'on pourrait imaginer un effort? Moi, j'aimerais qu'au travers d'un effort demandé aux plus aisés, ce qui, je pense, ne les perturberait pas beaucoup en termes de vie quotidienne. Parce qu'ils mangent 3 fois par jour, comme nous, peut-être un peu plus de caviar que vous et moi. Ils ont peut-être un bateau qui coûte un peu cher, et donc il faut beaucoup d'essence pour le faire tourner. Bon. Mais il y a quelques très très grandes fortunes, 0,1% de nos concitoyens, qui, je pense, si on leur demandait de faire un petit effort, d'ailleurs, il y a beaucoup de milliardaires américains qui disent mais on veut contribuer à l'effort. Je n'ai pas beaucoup entendu de la part de M. Bernard Arnault. Je vais faire la parenthèse. Mais vous avez le droit d'acheter LVMH, il n'y a pas de problème. Demander cet effort qui pourrait servir aux collectivités locales à créer plus de services publics, par exemple. C'est un modèle de société que, là aussi, je revendique avec mes collègues ici présents. C'est l'occasion de répartir la richesse, c'est de dire à un moment donné que s'il y a trop d'injustice dans un pays aussi riche que la France, 7e puissance économique du monde, eh bien on se retrouvera en difficulté. Et moi j'espère, je laisse sa chance au produit, selon la forme consacrée, j'espère que M. Barnier nous dira « j'ai compris ». Et je vais demander un effort aux entreprises les plus profitables, non pas aux PME, aux TPE qui sont peut-être ici représentés, mais aux entreprises les plus profitables, les grands groupes qui ont profité de la crise Covid ou de la crise ukrainienne et qui ont fait ce qu'on appelle des super profits incroyables. De leur demander même ponctuellement, 1 an, 2 ans, 3 ans, un effort pour rétablir les comptes de la nation. Je vais demander aux ménages qui gagnent plus de 2, 3, 4 millions d'euros par an, et même beaucoup plus, eh bien d'avoir peut-être une tranche d'impôt supplémentaire pendant quelques années, le temps que les comptes de la nation, là aussi, se rétablissent, et que tout cet argent serve en particulier à la proximité dans le cadre de cette décentralisation pour une république sociale qui soit plus juste. C'est un peu ça le message que je voulais partager avec vous. Vous n'avez pas devant vous un gauchiste avec un couteau entre les dents. Vous avez un homme de gauche qui a été ministre, qui est aujourd'hui parlementaire, qui a géré une très grande collectivité avec un budget de 3,6 milliards à l'époque, et qui se dit qu'on a besoin de solidarité territoriale, qu'on a besoin de solidarité sur le plan social, qu'on a besoin de solidarité en message de fraternité, tout simplement, de fraternité, pour dire oui, nous vivons ensemble et il n'est pas anormal de partager. Je ne suis pas chrétien, je ne vais pas vous faire un discours d'ecclésiastique, mais je le ressens profondément comme, encore une fois, je reprends l'expression d'Antidote, face aux vents mauvais qui soufflent dans notre pays et qui font que l'extrême gauche, l'extrême droite sont peut-être aux aguets dans une logique de chaos qui n'est pas bon pour notre pays, pour la France, au regard de ses valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité et je n'oublie pas de laïcité. Voilà le message, mesdames et messieurs, que je voulais partager avec vous. Encore une fois, vous avez été
extrêmement attentif. Je vous remercie particulièrement. J'espère que je ne vous ai pas endormi. Et je serai très heureux maintenant de pouvoir répondre à vos interpellations, vos éventuelles questions et vos témoignages en la matière. J'espère que je vous ai convaincu du rôle des collectivités locales dans notre pays et de la puissance de cette idée généreuse qui a été portée sur la décentralisation depuis 1981. Merci beaucoup. Eh bien, voilà, il est temps de passer aux questions. Y a-t-il des contributions, des prises de parole? Est-ce que... Question, oui, au fond. Bon, monsieur, au tout début, vous avez pris la parole et la première chose que vous avez fait, vous avez remercié la ville de Pamiers. La ville de Pamiers, j'observe que depuis le mois de juillet, on monte 3 étages sans ascenseur. La mairesse, elle ne doit pas venir souvent ici, parce qu'elle aurait rétabli la situation. Ceci dit, monsieur le ministre, monsieur le sénateur, au tout début de votre intervention, vous avez salué votre collègue sénateur, la vice-présidente de la région, la vice-présidente, les élus. Souffrez maintenant, monsieur le sénateur, qu'un simple citoyen intervienne. Vous citez la décentralisation voulue par François Mitterrand. C'est un progrès dans la vie de notre société, dans la vie de la France. C'est un progrès immense. Mais je pense qu'en 1989, nous avons été, enfin la plupart des Français, nous avons été heureux de fêter le bicentenaire de la Révolution française. Dans l'Aude, nous avons fêté ça sur le méridien de Paris. Parce que nous sommes dans l'Aude, la méridienne verte passe dans l'Aude. Et nous avons fait un grand banquet tous ensemble. Est-ce que vous croyez qu'il ne faudrait pas redéfinir, redécouper les collectivités locales, les départements et les communes et les régions? Je suis ariégeois, je vis dans l'Ariège, mais je suis au doigt d'origine, de naissance. Et j'observe, moi, dans mon département de l'Aude, il y a des communes où, à Carcassonne, qui c'est qui va à la préfecture? Le maire, c'est tout. Et après, à Belle-Pêche, on vit dans l'Ariège, on vit à Pamiers, à Belle-Pêche, on ne vit pas à Carcassonne. Alors, je pense qu'il faudrait redécouper les échelons communaux, départementaux et régionaux de la France. Voilà. Et quand vous parlez, monsieur le sénateur, de la taxe d'habitation, je pensais que vous payiez 2 000 € de taxe d'habitation, mais je me dis, après vos propos, il y a une immersible calipige quinquagénaire parisienne qui occupait un appartement dont le loyer était de 12 000 € par mois. Je ne pense pas que ça puisse exister. Mais à 12 000 € par mois, je pense qu'elle peut payer la taxe d'habitation, les poubelles et les éboueurs, je dis. Merci pour votre propos. Merci, monsieur. Je voudrais savoir si la réunion des régions a dès à présent porté ses fruits. Montpellier, Toulouse, une très grande région. Est-ce que ces réunions de régions, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, ont porté des fruits positifs? Merci. Y a-t-il une troisième demande de prise de parole, s'il vous plaît? Madame Devant. Oui. Oui, je souhaite rebondir sur la question concernant les régions. Je voudrais savoir pourquoi on a des régions avec 13 départements et pourquoi d'autres régions n'ont que 5 départements. Je voudrais comprendre comment et quelles sont les caractéristiques qui ont été prises en compte pour la définition de ces régions. Ça, c'était ma première question. Et la deuxième question, j'avais compris que cette loi NOTRe était issue d'une réflexion pour calquer peut-être ces régions sur les Länder allemands. Or, je ne vois pas de résultats équivalents. Donc je voudrais savoir pourquoi est-ce qu'on en est là. Merci beaucoup. C'est d'ailleurs 3 questions qui tournent autour de la même problématique. C'est notre organisation territoriale qui est parfois qualifiée de millefeuille territoriale, puisqu'il y a l'échelon communal, 35 000 communes, on en a perdu 1000 environ par fusion. Donc il y a eu des efforts qui ont été faits en ce sens. Aujourd'hui, 101 départements, avec le dernier qui a été créé, à savoir Mayotte, ce qui d'ailleurs était une erreur extraordinaire du gouvernement Fillon.
On a voulu appliquer le régime départemental à un département que je connais. Je suis allé 2 fois à Mayotte, qui vit en fait sous une influence qui n'a rien à voir avec le fonctionnement administratif français. Il ne faut pas vouloir imposer la France à des départements, des territoires français qui doivent vivre de leur spécificité. On pourra y revenir. Les régions, il y avait 22 régions, elles sont plus aujourd'hui que 13, sauf erreur de ma part. La loi NOTRe a effectivement permis ce regroupement qu'on peut qualifier d'autoritaire. C'est venu vraiment du haut vers le bas, certes validé par les parlementaires au travers de la loi, mais dans un découpage qui peut paraître curieux. Alors, je vais être très lâche devant vous. Je ne vais pas parler de la région Occitanie ou de la région Aquitaine. Je vous laisse régler vos affaires entre vous. Même si j'ai contribué à cela, je viendrai toujours d'une réunion dans le petit salon vert. Le salon vert, c'est la salle de réunion qui est juste à côté du bureau du président de la République, où j'avais été convié comme ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, parce que j'avais des administrations décentralisées sous mon autorité, et on disait, mais alors là, le siège, on le fait où et je me souviens notamment de Najat Vallaud-Belkacem, qui était la ministre de l'Éducation nationale, et la question des rectorats. On met où le rectorat? À Montpellier ou à Toulouse? Et donc il y a eu un jeu de Monopoly, quasiment, hein, il n'y a pas de journaliste dans la salle, où on s'est dit, mais si, mais on s'est dit, mais il faut qu'on équilibre, il faut qu'il y ait des services. Et moi, dans ma région, on a gardé les services. Ma région aujourd'hui, c'est les Hauts-de-France, Nord, Pas-de-Calais, Somme et Oise. Hélène, 5 départements. Et donc, il fallait que chacun s'y retrouve. Et donc, on a laissé tel service à Amiens, tel autre, on l'a remonté à Lille, etc. C'était un peu un jeu de bonneteau, je vous le concède. Pour la raison que vous évoquez, madame, qui est très juste, à savoir, il fallait des régions puissantes, avec le modèle allemand en perspective, les fameux les Länder allemands, mais dans une Allemagne qui n'est pas unitaire, qui est fédérale. C'est un État fédéral, où les Länder, l'équivalent de nos régions, ont beaucoup plus de pouvoir que les régions françaises. Et il fallait donc, ce qu'il fallait le faire, aujourd'hui, voilà, le train est passé, il faut que les choses se fassent. Il n'y a pas pour l'instant encore de réelle économie, hein, pour être très clair, parce que c'était aussi un argument, de dire, mais on aura moins d'administration. Ça viendra peut-être, je pense même sûrement, mais il va falloir digérer ce fonctionnement et que les présidents de région, qui sont devenus maintenant de très grands élus, et quand il y a Alain Rousset, moi je l'appelle le duc d'Aquitaine, Carole Delga, je ne sais pas comment il faut l'appeler, mais ce sont des élus extrêmement puissants en territoire, mais en compétences, pas beaucoup. Moi j'ai présidé un département, à l'époque la région n'était que le Nord-Pas-de-Calais. Mais le budget du seul département du Nord était 2 fois plus important que le budget de toute la région Nord-Pas-de-Calais. Donc il y a des incohérences, je vous le concède. La question, derrière ces régions et ces départements, les régions ont été redécoupées. Est-ce qu'il faut redécouper les départements? C'est une vraie préoccupation. Quand les révolutionnaires créent les départements en 1793, je crois qu'il y avait 90 départements, même pas. Aujourd'hui, on est 101. Il est vrai qu'il y a sûrement des efforts à faire. On l'a fait sur l'Est, entre le Bas-Rhin et le Haut-Rhin. Dans le Nord-Pas-de-Calais, ma région historique d'origine, je vous l'ai dit, il serait plus cohérent d'avoir un département maritime entre Dunkerque et la côte d'Opale,
et d'avoir deux départements intermédiaires plutôt que deux grands départements qui se côtoient de manière longitudinale. Il y a sûrement des regroupements à faire. Ce chantier n'est pas ouvert aujourd'hui, très clairement. Je pense qu'il devrait s'ouvrir et non pas de supprimer les départements, comme à un moment donné ça avait été imaginé par Manuel Valls en 2014. Au début 2014, il avait imaginé la suppression des départements. Mais je crois que c'est bien qu'il y ait une collectivité identifiée sur les solidarités locales, les solidarités humaines. Et la question des communes, qu'évoque monsieur, c'est une préoccupation et je vais me permettre de vous donner une anecdote qui est réelle. Pierre Mauroy croyait à l'intercommunalité. Et il avait comme modèle le modèle anglais, le modèle allemand, le modèle belge. Nous sommes frontaliers à la Belgique, qui avait regroupé de manière autoritaire les collectivités communales. Et quand il a porté l'idée de décentralisation, il avait dans ses cartons l'idée de passer de 37 000 communes à 3 500 communes, par regroupement autoritaire. Et je peux vous assurer que c'est une réalité. Paix à son âme, à Pierre Mauroy. En disant il faut plus d'efficacité. Des communes de 150, 200 habitants, ça n'a aucun sens, selon lui. Et c'est vrai que c'est parfois extrêmement douloureux. Moi, dans mon département, j'ai 648 communes. 648 communes. Dans le département à côté, Pas-de-Calais, 950 communes. Ça, je ne vais pas vous dire l'importance que ça représente. Et c'est des petits bouts de terrain, de territoire, avec des maires, moi, pour lesquels je suis admiratif. Le dimanche, c'est les maires qui vont nettoyer les caniveaux des communes, parce qu'ils n'ont pas les moyens d'avoir des cantonniers pour le faire. C'est vraiment des hussards de la République. Faut-il les remettre en cause? Et l'anecdote que je vous livre est la suivante. Pierre Mauroy, il nous l'a raconté plusieurs fois, j'ai été voir François Mitterrand et je lui ai proposé, comme en Belgique, comme en Allemagne, comme en Angleterre, de fusionner de manière autoritaire les communes. De garder des petites structures, mais voilà, une structure juridique. 3500 communes au lieu, donc 10 fois moins que le nombre actuel. Et donc François Mitterrand l'a écouté, je vois très bien la scène, et François Mitterrand lui a dit, Monsieur le Premier ministre, c'est une très bonne idée, je ne vais pas vous prendre l'accent, enfin, je ne vais pas vous imiter Mitterrand, mais toutes ces collectivités communales, ça représente environ 500 000 élus locaux. Et moi, je pense aux 1,5 millions de concitoyens qui veulent leur place. Et l'affaire en est restée là. Et c'est une anecdote qui elle a dû être sûrement édulcorée par Pierre Mauroy, qui aimait bien. Mais je suis convaincu que Mitterrand lui a dit non, parce que Mitterrand, issu de la Nièvre, etc., voulait préserver l'échelon communal. Et je vais vous dire mon sentiment. J'étais très mauroyiste sur ce sujet pendant de nombreuses années. Et quand je vois les crises que nous avons subies, sur le Covid, sur bien d'autres choses, je me dis que ces 500 000, même un peu plus, élus locaux, il ne faut pas s'en priver. Il ne faut pas s'en priver parce qu'ils apportent un service, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, souvent bénévole, qui est irremplaçable. Après, il faut les aider. Et on revient au point préalable du financement et de la décentralisation. Mais cette richesse, cet engagement, j'ai été aussi ministre du service civique dans mes fonctions ministérielles, donc cette notion d'engagement au service des autres, je pense que s'il y a moins de communes, eh bien, il y aura moins d'hommes et de femmes engagés dans notre territoire. Et donc, j'ai envie de les préserver. Donc de ne pas les désespérer, comme pour beaucoup c'est le cas aujourd'hui. Alors on dit, à chaque élection municipale, on n'aura plus de candidats pour être maire. Et à chaque fois, on a des maires qui finissent par y arriver. Mais cette fois-ci, je sens une forme de lassitude, quand même.
chez les élus locaux. Je parle sous le contrôle des grands élus départementaux, régionaux et bien sûr nationaux. Il y a une forme de lassitude parce que être à portée de baffe, comme le dit souvent Gérard Larcher, enfin il ne dit pas ça comme ça, mais vous avez compris le message, être menacé dans une société violente, de plus en plus violente, avoir sa maison brûlée, vous avez vu, être fracassé parce qu'il y a des gens dingues qui se baladent, avoir sa permanence voilà, saccagée. Il y a un moment donné où l'engagement pour la République devient tellement lourd que finalement on a envie de se replier sur son petit territoire. Et ce serait pour moi une véritable perte qu'on arrive à cela. Donc attention, danger, et je le dis au nouveau gouvernement, sachez écouter les élus locaux. Vous allez voir, le congrès des maires a lieu dans 1 mois et demi maintenant. Vous allez voir les discours qui vont être tenus de droite et de gauche sur la préservation de l'échelon local comme un échelon de grande défense des valeurs républicaines. Et c'est très important. Alors, moi, Patrick, si je me puis permettre, avant de préparer cette conférence, j'ai échangé avec des élus de la Haute-Ariège, de la montagne. Et ils me racontaient, ils me disaient, Pascal, tu diras à Patrick Caner que nous, en tant qu'élus, on prend notre tracteur et on va couper l'herbe, et on fait ça gratuitement. On va repeindre la mairie, on va réparer. Et en fait, il y a cet engagement aussi de l'élu communal. C'est ce qu'ils m'ont raconté. Et en fait, voilà, c'est pour rebondir sur cette idée de, finalement, ils contribuent à cette fraternité par leur action bénévole aussi. Et ça, je crois que quand on parle de décentralisation et de compétences, on devrait ne pas l'oublier, en particulier dans les toutes petites communes. C'est ce que on m'a dit avant de préparer cette conférence, quoi, voilà. Alors, y a-t-il d'autres demandes de prise de parole? Je crois que madame... Oui, moi ce qui m'inquiète beaucoup, parce que vous n'en parlez pas trop quand même, c'est la montée du Front National, enfin du RN. Et je ne suis pas sûre que la décentralisation ait porté des réponses à cette montée du RN, parce que dans la ruralité, les services publics disparaissent, les hôpitaux ferment, les transports n'existent plus. Le RN monte à des... Moi, je discute avec des gens qui sont des gens qui votaient pas RN avant et qui disent on n'a aucune réponse à nos questions. Alors, on peut décentraliser, on peut avoir un discours sur ça. Moi, je comprends ce que vous dites, mais ça n'apporte pas la réponse au peuple. Voilà. Et moi, je dis que dans les prochaines élections, j'ai très peur qu'on arrive au fascisme qui arrive, quoi. La peste brune, elle arrive, elle n'est pas loin. Merci. Y a-t-il une deuxième... Si. Demande de prise de parole. Une autre question? Oui. Deux remarques. Les problèmes de désertification médicale et de santé sont une compétence d'État. Mais l'État s'est rendu compte à un moment donné, quand il s'est aperçu qu'il y avait autant de problématiques, il s'est tourné vers les collectivités pour créer les maisons de santé. Les maisons de santé, ce n'est pas l'alpha et l'oméga. Les gens disent oui, mais les maisons de santé, ça ne fait pas tout. Mais sans les maisons de santé, ça ferait encore moins. Donc c'est aussi ça, il me semble, la décentralisation, de créer des services. Et la région Occitanie, qui n'a aucune compétence en matière de santé, a décidé d'accompagner les territoires en embauchant alors le chiffre de 200 médecins sur le mandat, et ça a permis chez nous, par exemple à Sainte-Croix-Volvestre, d'avoir des médecins. Là où l'État, parce qu'il est loin, avait plus de difficultés à faire. Ça c'est la première chose que je voulais dire. Et la deuxième, Patrick, il me semble qu'une décentralisation qui augmenterait ne peut pas faire l'économie de l'État redistributif. Parce qu'aujourd'hui, le problème qu'on pourrait avoir, c'est
une décentralisation de compétences qui créerait, en fonction des richesses, de différences de richesses d'un territoire à l'autre, des difficultés et des inégalités totalement insupportables, parce qu'un pays décentralisé, oui, mais un pays quand même. Y a-t-il une troisième demande de prise de parole? Oui, une autre question ici. Bonsoir. Moi, avant d'être élu régional, je suis d'abord élu local. Et donc, en fait, j'ai deux manières de voir la décentralisation. La loi NOTRe, on se dit Duralex, c'est Lex. On l'a, elle est comme ça. Chaque fois que je suis dans des réunions, je vois qu'on nous fait des transferts de compétences, mais sans les budgets alloués. Donc, plus on est au bas de l'échelon, donc à l'échelon communal, plus les difficultés sont grandes. En contrepartie, on voit des cabinets qui arrivent et qui nous proposent des solutions. Et je pense au rapport d'Eliane Assassi au Sénat de 2022 qui parlait d'une logique tentaculaire des cabinets d'études qui épuisent les finances publiques. Donc ça a été porté au Sénat, entendu. Pourquoi on ne prend pas plus de considération pour ce rapport et pour aider les collectivités locales à sortir la tête de l'eau? Merci, je vais répondre à ces trois interpellations et questions. Je commencerai par la dernière. Il n'y a pas que les cabinets conseils qui coûtent très cher à l'État, il y a aussi les agences. La multiplication d'agences thématiques qui finalement viennent prendre la place des compétences des structures qui sont là finalement, les collectivités locales ou les services de l'État. Il y a une tendance effectivement à faire exploser les cadres normaux de la démocratie, mais y compris au niveau national. Et c'est quand même extrêmement gênant. Le président de la République dispose d'un outil qui est tout à fait remarquable qui s'appelle le CESE, le Conseil économique et social et environnemental, qui est un organe où il y a présent la société civile, où ils font d'excellents rapports et qu'on malheureusement n'utilise pas suffisamment en la matière. Et d'ailleurs, les deux chambres politiques peuvent saisir, au travers de leur président, cette troisième chambre parlementaire pour pouvoir faire des études à la demande. Le président actuel a multiplié les gadgets de consultation. Ça a été d'abord le premier gadget du grand débat. Vous vous rappelez le grand débat, après la crise des Gilets jaunes? Vous en retirez quelque chose? Il y a eu une mesure qui a été mise en œuvre, c'est la suppression de l'ENA, qu'on a remplacée par le NSP. Bon. Voilà, c'est parce qu'à l'époque, il fallait tirer sur l'ENA, et donc tout le monde a tiré sur l'ENA. Et finalement, on a maintenant l'école nationale. Bon, très bien. Un petit peu différente, mais avec les mêmes objectifs. Mais les conclusions, aujourd'hui, du grand débat ne sont toujours pas connues. Et pourtant, peut-être que beaucoup d'entre vous y ont participé. Moi, j'y ai participé. J'ai apporté des choses. J'ai visité des villes qui avaient organisé des grands débats. Le président de la République avait, rappelez-vous, occupé tous les médias pendant des heures et des heures pour dire ce qu'il pensait. Et on n'en a rien tiré. Puis après, il y a eu les conventions citoyennes, notamment sur l'environnement. Et on attend toujours la grande loi environnement. Peut-être que Mme Pannier-Runacher va enfin sortir cette grande loi d'environnement. Puis après, il y a eu le CNR. Non pas le Conseil national de la résistance, mais c'était quoi le Conseil national de la rénovation, de la refondation, voilà. Oui, même j'oublie. Et puis le dernier exemple en date, ça a été les rencontres de Saint-Denis. Voilà, oui, vous pouvez avoir de la fumée blanche à Saint-Denis, j'en sais rien, avec les partis politiques. Et bon. Non, je pense qu'il faut respecter les citoyens. C'est un aspect que je n'ai pas vraiment évoqué devant nous. Mais la question de la participation citoyenne, y compris au niveau parlementaire, et je m'adresse ici à mes collègues parlementaires qui sont de la même sensibilité que moi, je pense que nous honorerions à trouver les voies et moyens pour faire mieux participer au travail parlementaire nos citoyens.
comme étant un élément de lutte, là aussi, contre une forme de désespérance qui aboutit au RN ou à d'autres extrêmes. Il faut rénover la démocratie dans notre pays. Je n'ai pas de solution miracle, mais je le ressens comme cela. Il y a un décalage terrible entre, finalement, une fois qu'on est élu, ce qu'on appelle la souveraineté nationale. Il n'y a pas de mandat impératif, vous le savez, dans notre pays. On ne peut pas destituer un élu une fois qu'il est élu. Il faut attendre la fin de son mandat pour le faire battre, si on n'est pas d'accord et pas content de son travail. Mais il faut, de manière intermédiaire, avoir une rencontre entre les électeurs et les élus pour, là aussi, montrer que la démocratie est vivante et n'est pas qu'un empilement, finalement, d'élections. On a trop d'élections en France. C'est curieux ce que je vous dis là, mais je trouve qu'on devrait regrouper les élections comme le font beaucoup de pays. On ne peut pas être en élection permanente dans un pays comme le nôtre. Je vais faire la parenthèse, c'est un autre débat. Mais ça m'amène finalement à ce sentiment qui peut faire que beaucoup de gens aujourd'hui votent pour les extrêmes et en particulier pour l'extrême droite. L'extrême droite a une histoire dans notre pays. Il y a une extrême droite monarchiste, historique. Il y a une extrême droite d'exclusion, celle qui est née finalement essentiellement en 1936 et qui a abouti au collabo, à Pétain, etc. pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc une extrême droite idéologique. On aime ou on n'aime pas, moi j'aime pas, mais il y avait un fondement idéologique. Aujourd'hui, l'extrême droite prospère sur des ressentis sociaux et sociétaux, des territoires, la peur de l'autre. Ça a commencé d'abord dans le sud de notre pays, mais plutôt du côté du sud-est que du sud-ouest. Le Var, les Alpes-Maritimes, j'ai envie de dire c'est les terres historiques où Le Pen père a prospéré dans les années 80. C'est développé après chez moi, et notamment dans le bassin minier. Bassin minier, vous savez, c'est presque 2 millions d'habitants, non un peu moins, 1,5 million d'habitants, ce qu'on appelait avant les boyaux rouges, communistes, socialistes, et il n'y avait rien d'autre, les boyaux rouges. Et les boyaux rouges sont devenus les boyaux bruns. Parce que la mine a fermé, à l'époque de Pierre Mauroy, Premier ministre, parce que on n'a pas aidé les enfants des mineurs, et parce qu'à un moment donné, la puissance publique n'a pas été au rendez-vous. Et des prédateurs sont arrivés et ont mis la main sur ces populations désemparées, désespérées, qui n'avaient plus d'espoir dans la République. C'était le deuxième territoire où l'extrême droite a progressé. Et puis maintenant, il y a un territoire beaucoup plus diffus, où elle progresse, c'est le secteur rural. Toutes les cartes le montrent. Le secteur rural, où il n'y a pas de problème majeur, il n'y a pas d'immigrés, il n'y a pas trop d'insécurité, la drogue, c'est du jus de pomme, donc je plaisante, il y a parfois des phénomènes de drogue quand même qui existent, mais ça se développe. Et là, de manière diffuse, comme un poison lent, si vous me permettez l'expression. Et là, la raison essentielle, mais vous l'avez dit, c'est le fait que on a marre de ne plus avoir de commerce, on a marre de ne plus avoir de bureau de poste, on a marre de ne plus avoir de médecins, ce qu'a dit Jean-Jacques, et la réponse, c'est les maisons de santé portées par les collectivités territoriales. On a marre de se dire que la République n'est plus au rendez-vous. Et puisque vous, les nantis, vous ne nous comprenez pas et vous ne faites rien, eh bien, on va vous montrer qu'on va pouvoir se venger. Parfois dans un geste de colère, et puis de vote en vote dans un geste d'adhésion politique. Et ça, c'est pour moi, pour vous aussi manifestement, et peut-être pour d'autres dans cette salle, c'est pour moi c'est plus qu'une interpellation. C'est une inquiétude majeure, parce que je ne crois pas aux solutions qui sont portées par l'extrême droite. Mais les Français sont tentés de tenter aujourd'hui.
Et moi, je suis convaincu, on vient au thème de notre rencontre, que plus de moyens aux collectivités, notamment aux maires dans ce secteur, c'est leur permettre de dire à leurs concitoyens, ne vous trompez pas, nous sommes là pour vous protéger. Et cette protection, ce n'est pas de l'assistance, c'est simplement de la reconnaissance que oui, le service public, c'est le bien de ceux qui n'ont rien ou qui ont si peu. C'est encore une fois notre modèle. Alors j'entends quand on me dit on a plus de 50% de notre PIB qui passe dans les dépenses publiques. Oui, c'est notre modèle. C'est vrai que quand vous allez à l'hôpital en France public, quand vous sortez, vous ne présentez pas votre carte bleue, mais vous allez présenter en arrivant votre carte verte. Voilà. Dans d'autres pays, vous rentrez et puis si vous ne payez pas, voilà, c'est comme ça. L'école publique en France est gratuite. L'université en France est gratuite. Ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent, mais c'est le sentiment d'appartenir à une communauté. Et une communauté qui, encore une fois, vous offre des services qui ne sont pas toujours de la même qualité que j'aimerais. Ça, c'est un autre débat, mais en tout cas des services de proximité. C'est ça pour moi la réponse au Rassemblement national. Et la décentralisation, vous avez raison, madame, n'est pas l'alpha et l'oméga de cette réponse. Mais ce que je sais, c'est que si les élus n'ont plus les moyens d'agir, alors oui, le RN continuera à progresser. Voilà. Donc, tout à l'heure, quand je parlais de hussards de la République, c'était aussi les hussards d'une certaine idée de notre pays face aux extrêmes. Et je pense que vous allez avoir répondu à l'ensemble des interpellations des trois, et notamment des élus. Y a-t-il une autre demande de prise de parole? Monsieur le Président Nérou, peut-être? Non. Alors, monsieur le sénateur, vous nous avez fait le panégyrique de votre département, qui est un département rural, mais l'Ariège est un département rural très beau et magnifique, qui n'est pas le cas de tous les départements. Et le département de l'Ariège a une spécificité que nous devons à Henri Nayrou. Vous avez parlé des élections avant 81, avec le préfet qui fixait l'ordre du jour du Conseil général. Et Henri Nayrou a mis en place ce qui existe à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire que le président de la Commission des finances n'est pas membre de la majorité. Et ça, je ne sais pas si dans le Nord vous l'avez, mais nous, dans l'Ariège, nous l'avons. Et c'est un signe de démocratie. Merci, monsieur. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole? Alors, moi, peut-être que je voulais te rappeler, en tout cas, une de mes pensées, c'est que derrière la décentralisation, il y a cette idée de fraternité, et il y a aussi cette idée finalement de réponse à une déshumanisation du monde, une déshumanisation de notre société. Et parfois, on a l'impression d'une avance, finalement, d'une froideur dans ce monde, et c'est peut-être aussi une des causes de l'explosion des extrêmes et d'un désespoir. Voilà. Et il me semble que quand je lis par exemple les propos du général de Gaulle ou du Conseil national de la résistance, il y avait un message d'espérance et une république qui portait une espérance. Et aujourd'hui, voilà, peut-être que nos concitoyens ne sentent plus cette espérance. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole? Bonjour. Vous avez parlé des problèmes de crèche, mais dans l'Ariège, il y a un problème avec l'ASE, parce que l'État se décharge de certains problèmes, comme les mineurs isolés, étrangers, et c'est d'actualité. Et de ce fait, il y a moins de place pour d'autres enfants qui sont maltraités et qui sont issus de l'Ariège. Donc voilà, je voulais juste parler de ça parce que c'est aussi un sujet d'actualité, c'est très compliqué, je l'avoue. Mais bon, c'est un problème aussi financier
Et l'ASE, je sais qu'en ce moment, moi j'étais éducatrice spécialisée, donc je connais aussi le problème. Voilà. C'est un des sujets les plus, merci madame pour votre question, les plus pénibles aujourd'hui en matière de compétences des départements. L'ASE, l'aide sociale à l'enfance, c'est ce qu'on appelait avant les DAS, quand c'était une compétence d'État. Voilà. Et ce mot est encore utilisé aujourd'hui. D'ailleurs, certains imaginent même qu'il faudrait peut-être recentraliser l'ASE pour le redonner à l'État. Je crois que ce serait une très mauvaise idée quand on sait comment étaient gérés les DAS au plan local. On a cette problématique énorme d'enfants en difficulté. On pourrait parler aussi des mineurs étrangers isolés. Beaucoup d'enfants, et c'est lié aussi à la situation sociale. S'il y a des placements d'enfants en établissement ou en famille d'accueil, c'est qu'il y a aussi de la pauvreté. C'est rarement dans les familles aisées que les enfants sont placés. C'est parce qu'il y a de la pauvreté qui se développe dans notre pays. Et un enfant placé représente un coût considérable. Ça peut monter à entre 500 et 600 euros par jour. Par jour. Imaginez-vous si on donnait aux familles l'équivalent et dire, mais s'ils sont placés, c'est parce qu'il y a parfois maltraitance, il y a parfois de l'inceste. Voilà. Donc il faut les protéger contre parfois leurs parents ou contre la précarité de leurs parents qui ne permet plus à ces enfants de pouvoir vivre dans de bonnes conditions. Donc moi je suis toujours admiratif des décisions qui sont prises par les travailleurs sociaux de placer, parce que rompre le lien familial, c'est une décision qui est extrêmement cruelle, difficile à prendre, on l'imagine bien. Et parfois il faut le faire. Donc oui, aujourd'hui l'ASE manque terriblement de moyens par rapport à la montée de la demande. Et il faudra à un moment donné que les départements et l'État trouvent des solutions financières, sachant que nous commençons à avoir un problème qui n'est pas que financier. C'est l'absence de travailleurs sociaux dans notre pays. Il y a une crise de vocation. Donc vous pouvez mettre tout l'argent sur la table. S'il n'y a pas d'éducateurs spécialisés, d'animateurs sociaux divers et variés, parce que le métier est trop dur, et le Covid a changé beaucoup de mentalités. Beaucoup de mes correspondants dans les départements me disent, et je rencontre régulièrement les présidents de départements, me disent, mais on a une crise de recrutement. Il y a des postes qui manquent, et pas que de médecins, hein. Des postes en dessous, notamment sur les secteurs sociaux et médico-sociaux. Crise de vocation liée au financement, aux salaires, qui ne sont pas à la hauteur de la charge que représente ce type de métier, et aussi se dire, pour beaucoup de jeunes, voilà, je n'ai pas envie. Rappelez-vous, il y a encore 20 ans ou 30 ans, tout le monde voulait devenir travailleur social. Assistant social, éducateur, c'est fini. C'est fini. Il va falloir donc qu'on trouve des voies et moyens parce qu'on a besoin. Alors, si j'étais taquin, je dirais on va faire venir des étrangers pour occuper ces postes. Ça ne ferait pas plaisir à tout le monde. Mais ce que je sais, c'est que sur les postes de médecins, notamment secteur public, heureusement qu'on a des médecins étrangers pour compenser les postes que nous n'avons pas aujourd'hui. Et quand on est dans l'hôpital public, on entend des accents particuliers. Vous me direz, ce matin, c'était un peu particulier. J'étais à Oceja et j'entendais beaucoup d'accents catalans. Mais bon, c'est pas pour embêter les uns ici. Je connais les relations entre les deux départements. Donc, oui, c'est une problématique. Mais, et je voudrais compléter ma réponse, c'est aussi lié au fait qu'il y a des choses qui devraient mieux fonctionner dans les compétences des différentes collectivités. L'État a gardé la compétence de la médecine scolaire. Les plus anciens ici se souviennent de la médecine scolaire. On a rencontré une infirmière, un médecin, il y avait les cartes de radio, vous vous rappelez de tout ça?
C'était un vrai service public. Demandez maintenant à vos enfants ou à vos petits-enfants ce qu'ils ont comme médecine scolaire dans leurs établissements. 0 ou quasiment 0. Ce qui veut dire qu'on laisse passer plein de pathologies, plein de dysfonctionnements corporels, parce que notamment chez les familles les plus modestes, eh bien, on n'a pas de pédiatre, on n'a pas de pédopsychiatre, vous me direz, il n'y en a pas, donc le problème est réglé. On n'a pas, on ne pense pas, on n'est pas dans une logique de prévention. Et la médecine scolaire était un outil de prévention. Ça ne fonctionne plus. Et moi, j'ai une proposition totalement iconoclaste, mais que j'assume, qui est de dire il faudrait que la collectivité qui est la mieux placée, et là je suis un peu en désaccord avec Carole Delga quand elle crée des postes de médecins, parce que la région n'a pas la compétence de la santé, de la prévention santé. Il y a une collectivité qui a la compétence, c'est le département. Les bilans de 4 ans, la PMI, la prévention santé, la planification familiale, le département et la collectivité sur ces questions de prévention au sens large du terme. Et moi, je pense que si demain, les départements, Madame la vice-présidente, récupéraient la médecine scolaire, comme pour les collèges, voilà, je suis sûr que les départements se mobiliseraient à fond pour offrir à tous les gamins de la primaire jusqu'au lycée, pour offrir un service de qualité. J'en suis intimement convaincu. Parce qu'on sait dans les départements, et c'est un ancien président du Conseil général qui vous le dit, on sait ce que veut dire le mot prévention en matière de santé. On va me dire, oui, mais c'est encore une charge complémentaire pour les départements. Ben, j'ai une solution, c'est qu'il faut virer une compétence qui a été donnée au département, je vais me faire des amis, je le sens, à l'État. C'est les sapeurs-pompiers. Les sapeurs-pompiers doivent revenir, pour moi, à l'État, dans une logique de bloc, non pas de compétences, mais de cohérence. De cohérence. L'État a la main sur tous les services régaliens de sécurité, la sécurité civile, la police, la gendarmerie. Pour moi, les sapeurs-pompiers, c'est une compétence profondément d'État. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est qui est le patron des pompiers. Ce n'est pas le président du département. Le président du département, il paye. Mais qui est le patron des pompiers? C'est le préfet. Moi, on m'a appris dans mon jeune temps, qui paye décide, qui décide paye. Voilà un bon principe de décentralisation. Eh bien, si le préfet décide, eh bien, il paye. Moralité, alors là, si je dis ça aux sapeurs-pompiers, je me fais arracher les yeux. Moi, j'étais président du SDIS du Nord, un petit SDIS, 7000 pompiers. 7000 pompiers. Le plus gros SDIS de France. Et chaque fois que je voyais les pompiers défiler le 14 juillet, je voyais passer devant mes yeux 76 millions d'euros. C'était la contribution à mon époque. Je crois que maintenant, c'est 90 millions d'euros. Ils avaient de beaux véhicules. Hein. Et les pompiers ne voudraient jamais revenir à l'État, parce qu'ils savent qu'ils auront moins de moyens. Mais objectivement, j'étais content d'avoir le mot départemental. Mais mon contrôleur général du SDIS du Nord, il me regardait avec sympathie pour mon chéquier, mais le vrai patron, c'était le préfet. Eh bien, moi, je vous le dis, je préférais que les départements gèrent une belle médecine scolaire, pleine de compétences, pleine de médecins, pleine d'infirmières, plein de travailleurs sociaux pour repérer les dysfonctionnements des gamins, parce que nous sommes la collectivité, vous voyez, je suis encore dans ma tête président du Conseil général, parce que c'est la collectivité de la solidarité territoriale et de la solidarité humaine, et que, en échange, après il faudra regarder le coût des choses, mais en échange, l'État reprend une compétence qui est régalienne, à savoir la protection civile avec les sapeurs-pompiers.
Bon, quand je vous dis ça, je sais que je pisse dans un instrument de musique, parce que l'État n'a aucune envie de récupérer ça, parce que ça lui coûterait de l'argent, puisqu'il ne met pas beaucoup d'argent sur la médecine scolaire aujourd'hui. Voilà donc, en réponse, madame, un peu de courage. De la même manière, alors là vraiment je vais me faire écrabouiller, de la même manière je pense que les régions devraient récupérer la propriété des murs des universités. Que les départements soient compétents sur le bloc secondaire, collège, lycée, et que le bloc enseignement supérieur revienne aux régions qui ont déjà beaucoup de compétences sur la formation. Et je vous assure que les locaux universitaires, pour des raisons les mêmes que je vous ai évoquées pour les CREPS, seraient beaucoup mieux traités par les régions que l'État qui n'a pas d'argent. L'État garderait l'enseignement. Il ne s'agit pas de reprendre l'enseignement, comme pour les collèges et les lycées. Mais les régions porteraient cela. Et par exemple, moi qui travaille actuellement sur la question du sport universitaire, allez regarder bien souvent dans quel état se retrouvent les équipements sportifs dans les universités. C'est à pleurer. C'est à pleurer. Eh bien, je me dis, donnons plus de compétences aux communes, aux départements, aux régions, et vous verrez que le service public avec un grand S et un grand P sera beaucoup plus servi. Mais pour cela, il faut du courage. Il faut savoir se payer des contradictions. C'est pas simple, mais quand on fait de la politique, c'est pas pour toujours se faire encenser, c'est parfois pour se faire engueuler. Mais si on se fait engueuler alors que la position est juste, il faut d'abord avoir une position juste et savoir accepter les critiques. C'est aussi l'honneur de la politique. Alors merci mesdames, messieurs donc, de votre présence. Nous avons été vraiment très heureux de vous recevoir et merci à Patrick Caner de cette conférence absolument brillante qui m'a personnellement beaucoup éclairé. Et voilà, après tu veux dire deux mots et oui, notre prochaine conférence aura lieu le 22 novembre. On parlera du Tour de France. Voilà, et s'il vous plaît, restez à notre pot, voilà, et je te laisse la parole. Oui, simplement, je voudrais remercier Pascal parce que on est quasiment dans une logique d'éducation populaire au travers de ces conférences. Voilà, c'est de l'éducation populaire, c'est le moyen de partager ensemble. Et si toutes ces conférences vous permettent de sortir un peu plus éclairés que vous n'êtes rentrés, eh bien, c'est que nous aurons été utiles à notre réflexion collective. Merci à toutes et à tous.